Le 22 juin 1953, 16 heures précises, un trottoir craquelé de la 18e rue à Brooklyn, New York, où l'air épais de l'été porte l'odeur âcre des hot-dogs grillés et des gaz d'échappement des taxis jaunes qui klaxonnent au loin, un garçon de 12 ans nommé Jimmy Bozard, torse bombé sous sa chemise trop grande, tend une pièce de 500 à Madame Mary McNally pour régler ses journaux quotidiens. Mais la pièce glisse de ses doigts moites et roule sur le bitume avec un tintement anormal, un cliquetis creux qui semble défier la gravité ordinaire des métaux froids. Madame McNally fronce les sourcils, ramasse la pièce sans un mot, la soupèse du bout des ongles rongés par l'habitude et la rend à Jimmy d'un geste sec, comme si elle pressentait déjà que cet objet banal, forgé dans les usines de la monnaie américaine, abritait un secret plus lourd que le plomb des balles de la guerre froide. Jimmy fourre la pièce dans sa poche, sentant son poids inhabituel contre sa cuisse, un rappel lancinant qui le suit jusqu'à la maison familiale. Une brownstone étroite, aux volets peints en verre délavé, où les escaliers grincent sous ses pas précipités, et où son père, un homme aux mains calleuses d'ancien ouvrier des télécommunications militaires, attend dans la cuisine enfumée, une cigarette pendant au coin des lèvres, les yeux plissés par des années de vigilance contre les ombres du communisme. Vous palpez la pièce dans votre poche, Jimmy, ce soir-là vers 19 heures, alors que le soleil couchant teinte les rideaux jaunis d'orange sale et le métal froid semble pulser contre votre peau, un cœur artificiel qui bat au rythme de vos doutes naissants. Vous la sortez enfin, la posez sur la table en formica ébréché. Et votre père, attiré par le bruit sec, s'approche lentement, ses pantoufles usées raclant le linoléum, inhale une bouffée de tabac qui emplit la pièce d'une fumée âcre et prend la pièce entre pouce et index, la secoue près de son oreille. Un rattle discret, comme un insecte piégé dans de l'ambre, un son qui n'appartient pas à une pièce ordinaire. Il fouille un tiroir encombré de couteaux émoussés et d'aiguilles rouillées, en choisit une fine comme une lame de rasoir et perce le flanc nickelé avec une précision chirurgicale, le métal cédant dans un craquement infime, révélant un compartiment creux abritant un minuscule rouleau de pellicule photographique, pas plus grand qu'un grain de riz, enroulé sur lui-même comme un serpent prêt à mordre. Le silence s'étire, seulement brisé par le tic-tac obsédant de l'horloge murale, et votre père, les veines saillant sur son front, déroule la pellicule sous la lumière crue de la lampe suspendue, y décryptant des hiéroglyphes microscopiques, des chiffres, des lettres codées en un jargon d'espion. L'important est que nous ayons commencé à travailler avec le réseau américain de l'URSS, un message qui pue la trahison soviétique, un appel au secours masqué en instruction pour un nouveau subalterne infiltré. Brooklyn s'endort sous un ciel plombé ce soir-là. Mais dans le sous-sol humide de la maison Beaux-Arts, éclairé par une unique ampoule qui bourdonne comme un essaim d'abeilles enragées, le père de Jimmy compose le numéro du FBI sur un téléphone aux touches jaunies par la sueur, le combiné pesant comme une enclume contre son oreille, attendant que la ligne se libère du grésillement statique, chaque sonnerie, un coup de marteau sur ses nerfs à vif. À l'autre bout, un agent anonyme note les détails d'une voix monocorde, promet une équipe dans l'heure, et bientôt des phares balaient la rue déserte. Deux hommes en trench-coat sombres gravissant les marches sans un bruit, leurs semelles de caoutchouc étouffant tout écho. Ils emportent la pièce, comme une relique maudite, enveloppée dans un sachet plastique qui crisse sous leurs doigts gantés, et le père de Jimmy reste figé près de la fenêtre, scrutant les ombres mouvantes des passants, se demandant si le laitier du coin ou le voisin du dessus n'est pas déjà un agent du KGB venu effacer les traces. Au quartier général du FBI à New York, dans une salle aux murs tapissée de cartes punaisées et de photos floues de suspects, des analystes en chemise blanche froissée se penchent sur la pellicule sous des loupes grossissantes, décodant le message ligne par ligne. Il s'agit d'un ordre pour Reino Heijanen, alias Eugene Mignon, un lieutenant finlandais recruté par le KGB,
arrivé aux États-Unis en 1948 sous couvert d'un faux passeport canadien, chargé de relayer des informations atomiques volées vers Moscou via des dead drops invisibles dans les parcs et les égouts de la ville. À des kilomètres de là, dans un appartement anonyme du quartier d'Upper Manhattan, le 29 novembre 1952, 9 mois plus tôt, quand le nickel fut fabriqué en secret dans un atelier clandestin de la 7e avenue, Reino Heihanen, un homme au visage bouffi par l'alcool et les nuits blanches, se penche sur une machine à écrire portative, dont les touches claquent comme des coups de feu étouffés dans le silence oppressant de minuit, tapant le message codé sur un papier pelure avant de le photographier au sténopé, flash unique qui illumine ses traits creusés par la paranoïa croissante. Chaque frappe est un risque. Chaque encre absorbée par la pellicule, un fil tendu vers l'inévitable. Il roule le film minuscule, le glisse dans le creux d'un nickel scié en deux par un horloger soviétique à Paris, referme la pièce avec une précision maniaque, colle les bords au supercolle volé dans un quincaillier de Brooklyn et la dépose le lendemain à 7 heures du matin dans un dead drop dissimulé sous une dalle descellée du parc d'Inwood, ses mains tremblant dans le froid mordant, jetant des regards obliques vers les joggeurs matinaux et les chiens errants qui pourraient flairer l'anomalie. Le silence du parc est un piège. Les feuilles mortes crissent sous ses semelles. Un écureuil détale comme un signal d'alarme, et Heihanen attend, adossé à un arbre centenaire, que le signal de prise, un craie blanche sur un banc proche, apparaisse. Mais rien, seulement le vent qui murmure des menaces invisibles, le forçant à rebrousser chemin, le cœur cognant contre ses côtes comme un prisonnier en cage. Des semaines passent, et Heihanen, de retour dans son 2 pièces au mur suintant d'humidité, allume une cigarette qui se consume jusqu'au filtre sans qu'il y touche, la cendre tombant en flocons gris sur le tapis usé, tandis qu'il fixe le téléphone muet, attendant l'appel codé de son contrôleur, Victor, alias Rudolf Ivanovitch Abel, un maître espion soviétique camouflé en artiste peintre et photographe à Brooklyn Heights, un homme dont les yeux gris acier percent les âmes comme des rayons X. Abel, dans son studio encombré de toiles inachevées et de chambres noires improvisées, développe des microfilms volés à des ingénieurs de Los Alamos via des contacts dormants, le liquide révélateur dégoulinant sur ses gants de latex, emplissant l'air d'une odeur chimique âpre qui masque à peine la puanteur de la trahison rampante. Il sait que Heihanen est faible, un buveur finlandais rongé par le mal du pays, et chaque dead drop manqué est un nœud coulant autour de leur cou. Le 15 février 1953, à 3 heures du matin, Abel reçoit un signal radio haché depuis une station pirate du New Jersey. Grésillement statique qui perce le silence de sa chambre, un message en morse codé. L'hirondelle a pondu l'œuf, mais l'aigle tarde. Et il soupire, écrasant sa cigarette dans un cendrier débordant, conscient que le réseau new-yorkais, tissé depuis 1948, avec des cellules dormantes dans les usines d'armement, risque l'effondrement si Heihanen craque sous la pression des nuits solitaires et des verres de vodka solitaires. Vous êtes Heihanen, ce printemps 1953, marchant d'un pas traînant le long de la 5e avenue, feignant de regarder les vitrines des bijoutiers. Mais vos yeux scrutent les reflets des passants derrière vous. Chaque ombre portée par un réverbère, un potentiel filature du FBI. Le nickel a été déposé enfin, le 21 juin, dans un autre drop près du pont de Brooklyn, sous une poubelle taguée, et maintenant vous attendez, tapis dans un dîner au néon clignotant, une tasse de café froid entre les mains, le serveur polonais, jetant des regards suspicieux à votre accent approximatif. Le lendemain, 22 juin, le FBI, ayant décrypté la pellicule du nickel grâce à des linguistes qui ont passé la nuit à comparer les codes avec des archives saisies à des traîtres hongrois, identifie Eugene comme Heihanen via des recoupements avec des listes de passeports falsifiés. Des agents en civil, lunettes noires et journaux pliés en guise de camouflage,
prennent position autour de son immeuble, notant chaque entrée-sortie dans des carnets codés, le bourdonnement des talkies-walkies étouffé par des mouchoirs. Heihanen sent la nasse se refermer. Un téléphone qui sonne trop longtemps chez un contact. Un voisin qui claque sa porte trop fort à 2 heures du matin, une voiture noire qui stationne 2 rues plus bas avec son moteur tournant au ralenti, Fares éteint comme les yeux d'un prédateur. Les semaines suivantes s'étirent en un supplice lent, le FBI tissant sa toile avec une patience glaciale. Filatures en tandem, voitures banalisées, slalomant dans le trafic de Midtown, micros posés dans les cabines téléphoniques publiques où Heihanen appelle Abel sous prétexte d'une commande de cadres photo. Abel, dans son atelier de Fulton Street, sent l'orage gronder sans pouvoir le nommer. Une toile qu'il peint d'un marin soviétique semble le fixer d'un œil accusateur, le pinceau suspendu dans l'air chargé d'odeurs de térébenthine, et il décide d'activer un plan B, contactant un nouveau courrier via un brush-pass dans la foule du métro, un effleurement fugace d'épaules où une enveloppe passe de main en main sans un mot. Mais la paranoïa le ronge. Chaque quai de station un amphithéâtre de regards hostiles, les rames grinçantes comme des chaînes se refermant. Heihanen, acculé par la vodka et les cauchemars de la Loubianka, craque le 21 mai 1957. 4 ans de tension accumulée. Mais le nickel avait allumé la mèche dès 1953. Dans un bar miteux de Times Square, à 23 heures, sous les néons criards qui zèbrent son visage pâle, il approche un agent du FBI qu'il a repéré comme filature, glisse un billet froissé avec un mot « Je veux parler » et est exfiltré vers une safe house du bureau à Long Island, une maison anonyme aux rideaux tirés où des interrogateurs en costume gris le bombardent de questions pendant des heures, le magnétophone tournant avec un ronronnement hypnotique, extrayant nom, drop, code, jusqu'à Abel. La surveillance sur Abel s'intensifie alors. Un balai invisible de 24 heures. Agent posté dans des cafés en face de son studio, objectif télé zoomant sur chaque visiteur, micro directionnel captant le cliquetis de ses appareils photo-espions à travers les murs de briques. Abel sent le filet, change ses routines, plus de dead drops diurnes, passage à des signaux lumineux depuis sa fenêtre à minuit, mais le grésillement d'une radio clandestine le trahit, intercepté par les antennes du FBI. Le 21 juin 1957, 10 heures du matin, une équipe d'arrestation frappe à sa porte à Brooklyn. Abel ouvrant en peignoir, pinceau à la main, feignant la surprise de l'artiste interrompu, mais ses yeux trahissent la résignation froide. Menotté sans résistance, il est conduit au Federal Detention Center de Manhattan, où les couloirs carrelés résonnent de ses pas solitaires. Le cliquetis des menottes, un écho funèbre. Dans la salle d'interrogatoire, aux murs nus, sous un néon qui grésille sans relâche, Abel fixe le mur pendant des heures, refusant de parler, fumant cigarette après cigarette jusqu'au filtre, la cendre tombant comme des flocons de neige radioactive, tandis que Heihanen, en cellule voisine, s'effondre en sanglots, rongé par la culpabilité d'avoir trahi non seulement Abel, mais tout un réseau, des physiciens atomiques, des officiers de marine, des dormants dans les syndicats, dont les vies s'effritent maintenant en filature, en disparition feinte, en familles déchirées par le silence imposé. L'après-arrestation s'étire en un lent unraveling psychologique. Abel, sous le nom de Rudolf Ivanovitch Abel, passe des mois en détention. Ses audiences publiques masquant les vraies batailles dans les sous-sols du FBI, où des polygraphes bipent furieusement sur ses mensonges stoïques, et chaque nuit, dans sa cellule aux barreaux rouillés, il rejoue mentalement les drops manqués, le nickel fatal comme un fantôme argenté. Heihanen, rapatrié secrètement vers l'Europe après témoignage, vit dans la peur constante d'un assassin du KGB, changeant d'hôtel chaque semaine, le téléphone sonnant dans le vide à 3 heures du matin, un déclic révélant l'écoute. Les familles des espions secondaires,
épouses attendant des appels codés qui ne viennent plus, enfants posant des questions sur les absences paternelles, sombre dans un brouillard de soupçons. Une femme à Queens fouille les tiroirs de son mari défunt, trouvant des microfilms cachés dans un tube de dentifrice, appelant le FBI d'une voix brisée. Abel est échangé en 1962 contre Francis Gary Powers, pilote U-2 abattu, franchissant le pont de Glienicke sous un ciel gris de Berlin. Mais le réseau révélé par le nickel irradie encore. Dossier du FBI s'empilant dans des caves humides, nom rayé d'une plume anonyme, et quelque part à Brooklyn, Jimmy Bozart, devenu adulte, jette encore un œil aux pièces qu'il reçoit, sentant toujours ce cliquetis spectral dans le creux de sa paume, rappelle que l'ordinaire peut abriter l'abîme. Le bourdonnement persiste, les ombres s'allongent, et la guerre froide, dans ses recoins les plus banals, continue de murmurer ses secrets inavouables, un tic-tac infini dans le silence des appartements vides. Les nuits d'Abel en prison se font labyrinthe de souvenirs. Le 23 juin 1953, jour après le nickel, il avait attendu un signal à Prospect Park, assis sur un banc mouillé de rosée, une radio transistor crachotant du jazz américain pour masquer le morse, mais le silence radio l'avait forcé à rentrer, cigarette consumée jusqu'aux phalanges brûlantes. Maintenant, ces silences reviennent en boucle, amplifiés par les échos des geôliers dans les couloirs. Eianen, en safe house, boit pour oublier. Mais chaque gorgée ravive la voix d'Abel lors de leur dernière rencontre clandestine, dans un cinéma de Harlem où un film de gangsters masquait leur échange. Ne faiblis pas, Eugene, ou Moscou nous enterrera vivants. Mot qui résonne comme une sentence. Le FBI, triomphant en surface, c'est la victoire amère. Des cellules dormantes, activées ailleurs, peut-être à Chicago ou Détroit, attendent leur tour, et les analystes, penchés sur des cartes jusqu'à l'aube sous des lampes fluorescentes qui clignotent comme des signaux morses défaillants, tracent des lignes reliant le nickel à des fuites atomiques, à des plans de sous-marins nucléaires volés. Une veuve d'espions dans un supermarché de Long Island sent des regards sur sa nuque, en choisissant des conserves, paranoïa héritée, transmettant à ses enfants le poids invisible d'un objet banal qui fissura un empire d'ombre. Dans les archives scellées du FBI, le nickel trône encore, sous verre blindé, son cliquetis absent mais palpable, un artefact qui propagea la peur. Abel, échangé, rentra à Moscou pour un héros discret, mais hanté par les si. Si Eianen avait tenu, si le drop avait été ignoré, écrivant des mémoires codées dans un datcha aux abords de la mer Noire, où le bruit des vagues ressemble au statique des radios perdues. Jimmy Bozart, vieilli, raconte l'histoire à ses petits-enfants près d'un feu crépitant, mais omet le tremblement de ses mains cette nuit-là. Le sentiment que le monde entier, de Wall Street aux steppes sibériennes, observait par les fenêtres obscures. La guerre froide ne finit pas avec une arrestation. Elle s'infiltre dans les silences des familles brisées, les cigarettes brûlées à Brooklyn, les téléphones qui sonnent trop tard dans des appartements froids de Manhattan, un réseau invisible tissé d'objets banals, attendant le prochain cliquetis fatal. Des décennies plus tard, dans un café anonyme de Brooklyn rénové en loft hipster, une barista aux tatouages soviétiques effacés scanne un QR code sur un latte, ignorant que son algorithme, nourri de données volées à des serveurs de l'anglais, relie sans le savoir le nickel d'antan à des flux cryptés. Des bitcoins blanchis à Moscou, des deepfakes d'agents doubles diffusés sur Telegram depuis des sous-sols de Pétersbourg. Les petits-enfants de Beaux-Arts, scrollant TikTok sous des néons bleutés, tombent sur un thread viral. Le nickel fantôme, ricanant des théories conspirationnistes, mais sentant un frisson quand l'écran glitch, comme un écho du cliquetis originel, un malware dormant activé par un like innocent. À Moscou, un ancien officier du KGB, retraité dans un immeuble haussmannien reconverti, écoute les podcasts occidentaux sur un vieux poste à ondes courtes,
riant jaune des si d'Abel, si les smartphones n'avaient pas remplacé les holocoins, si les caméras de surveillance n'avaient pas troqué les ombres pour des pixels intrusifs. La guerre froide mute, polymorphe, en cyberfroide infinie. Un diplomate à Genève reçoit un email piégé masqué en facture Amazon, son pouls s'accélérant au bip d'alerte. Une analyste du NSA, épuisée devant des écrans incurvés dans un bunker de Fort Meade, trace des lignes virtuelles reliant Pékin à la Havane, des drones à des virus quantiques, le tout hanté par l'ombre d'un métal banal. Les veuves d'espions d'hier deviennent mères de hackers demain, transmettant non plus des conserves, mais des clés USB gravées de secrets, paranoïa upgradée en VPN et faux comptes. Le nickel repose toujours sous verre, muséifié, mais son cliquetis digital persiste dans les data centers surchauffés, les nuits blanches des codeurs freelance à Kiev, les accords secrets signés dans des métavers abandonnés. L'empire d'ombre ne s'effondre pas. Il se réincarne, pixel par pixel, dans le silence assourdissant des notifications push, attendant le prochain drop fatal, invisible et omniprésent. À Tokyo, sous un ciel de néons saignants, un salaryman au visage masqué d'une app de reconnaissance faciale falsifiée sirote un saké infusé d'IA, son implant neural vibrant d'un ping fantôme. Un micro-drone, largué depuis un cargo panaméen, atterrit sur sa nuque, exfiltrant des synapses codées en qubits, reliant son banquier discret à un cartel de data brokers, opérant depuis des serveurs flottants en mer de Chine. Les archives du nickel, numérisées dans un cloud souverain, servent de leurre à des honeypots quantiques, où des algorithmes adverses s'en mêlent en boucles infinies, mimant le tic-tac d'une montre suisse piégée. À La Paz, une activiste andine, descendant d'un guérillero cubain, grave des manifestes sur blockchain nomade. Ignorant que son nœud Tor rebondit via un satellite Starlink détourné, alimentant un tableau de bord à l'anglais, où des avatars d'IA dissèquent ses rêves en métadonnées. Les cyberfroides s'étirent en hypothermie numérique. Un physicien à Genève, Nobel en poche, active par erreur un worm Lovecraftien, tapi dans un papier arc cursive, libérant des fantômes binaires qui hantent les accélérateurs de particules, fusionnant protons et payloads. À Séoul, des K-pop idols, marionnettes d'un soft power 2.0, diffusent des stéganos subliminaux dans leurs clips. Earworms qui réécrivent les loyautés des fans en sleeper cells viraux. Les petits-enfants de Beaux-Arts, désormais nomades digitaux en van Tesla, flashent leurs iris sur un NFT maudit, nickel éternel, déclenchant une cascade, portefeuille crypto-vidé, identité deepfakée, un sillage de ransomware serpentant de Bakou à Bogota. L'ancien du KGB, prométhéen Kakoshim, branche son décodeur quantique sur un flux pirate, hochant la tête aux accents d'un podcast en mandarin. Si les holocoins avaient muté en smart dust, si les ombres d'antan dansaient maintenant en hologramme fractal. L'empire d'ombre, fractal et ubiquitaire, n'attend plus. Il anticipe, prédit, infiltre les synapses collectives via des feeds algorithmiques, transformant chaque swipe en trahison latente, chaque like en verrou sauté. Le nickel, relique numérique dans un musée virtuel de l'absurde, cliquette encore dans les abysses des darknets, écho amplifié par des serveurs neuronaux surchauffés à Shenzhen, des pactes scellés en VR immersive entre oligarques masqués. La guerre mute en symbiose fatale, humains et codes entrelacés, veuves devenant cyborgs, espions fondus en flux perpétuel. Le drop fatal n'est plus un événement, c'est l'état par défaut, omniprésent dans le bourdonnement des serveuses quantiques, invisible dans le silence des cœurs connectés, attendant non pas le prochain, mais le nôtre, inévitable, pixel par pixel, ombre par ombre.